Mon nom est Ghislain Plourde et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. La séance régulière de février, celle du 25 plus précisément, est en vedette dans notre édition de cette semaine. On va d'abord vous parler de déneigement, dossier qui a été ramené au devant de la scène par le citoyen Sébastien Gérin, qui est venu questionner, qui est venu soutenir que le conseil municipal a pris une décision politique et non de sécurité publique en ramenant le déneigement à gauche dans 7 des secteurs de la ville. La conseillère Claire Charbonneau va profiter de son temps de parole pour venir défendre sa position, alors que sa collègue Marianne Lambert, qui avait voté contre la décision, va venir plutôt prendre parti pour le citoyen. Par la suite, nous aurons la mairesse Bouchard qui viendra répondre à des questions posées lors des séances précédentes, notamment sur le sort de l'église Saint-Gérard-Magella et aussi sur cette pétition qui a été déposée aux élus concernant les mesures de sécurité qu'on voudrait davantage déployer pour favoriser les déplacements des élèves autour des écoles du territoire. Puis en toute fin d'émission, le citoyen François Blais prendra la parole sur différents enjeux, notamment la signalisation de la rue Daniel dans le secteur Saint-Luc et sur un terrain qui est en vente. Ben voilà, tout est en place. Voici les faits saillants de la séance du 25 février dernier. Je viens vous voir aujourd'hui, puis c'est un petit peu dans un contexte international tendu où on voit nos voisins du Sud tomber dans le populisme. Et j'aurais voulu prendre un peu le temps peut-être de rappeler aux élus de manière générale que le populisme, c'est les mythes de la démocratie. Quand on prend des décisions affectives, quand on prend des décisions sur le coup d'un calcul politique pour maintenir des voix, sans prendre en compte les avis des professionnels que vous consultez, qui sont à votre service, vous vous exposez, mais vous exposez aussi vos citoyens. Aujourd'hui, je vais vous parler du déneigement, puis en particulier du déneigement à gauche. On va faire abstraction de la dernière chute de neige qui nous a tous surpris et qui a causé beaucoup de travail à tout le monde. Mais en matière de déneigement à gauche, aujourd'hui, dans les secteurs concernés, on a des écoles qui n'ont plus de traverse pour écoliers parce qu'elles sont entravées par des bancs de neige de plus de 3 mètres de haut. On a des intersections dont la largeur totale est réduite de plus de 50%. On a des tronçons complets sur lesquels le triangle de visibilité est nul. C'est une catastrophe en termes de bilan de sécurité routière, aussi bien pour les piétons que pour tous les autres usagers. La semaine dernière, il y a une autopatrouille du service de police qui a pris le banc de neige parce que, a priori, la conductrice aurait été surprise dans une intersection. Alors, qu'est-ce qu'on attend? La première question qu'il faut se poser, c'est dans un rôle d'élu, est-ce que c'est un rôle de gestionnaire pour orienter des décisions ou est-ce que c'est un rôle de professionnel technique? Moi, quand je lis la loi sur les ingénieurs, c'est assez clair pour moi que c'est un acte d'ingénierie. Il faudrait qu'un juriste se pose la question de savoir si, quand un conseil détermine la méthode de construction ou la méthode d'intervention de travaux, est-ce que c'est ou non un acte d'ingénierie? Peut-être une jurisprudence qui serait intéressante à avoir, ou du moins un avis juridique. Mais à plus court terme, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour nos piétons? Qu'est-ce qu'on fait pour nos aînés? Si je comprends bien, cette décision, elle a été prise pour éviter à nos aînés de pelleter. Fait que du coup, on les envoie se faire fesser dans les intersections. Je ne suis pas sûr que l'intérêt du public est primé dans cette décision-là. J'aimerais beaucoup que vous preniez le temps de la réflexion sur les actions que vous pourriez poser à court et à moyen terme. À court terme, je vous recommande très fortement de faire dégager dans les plus brefs délais les triangles de visibilité dans les intersections. Si des piétons ne se sont pas encore fait frapper, la question n'est pas de savoir si, mais plutôt quand ils vont se faire frapper. Puis à moyen terme, c'est de réfléchir aux différentes manières qu'on a, comme au niveau civil, au niveau du génie civil, de déneiger adéquatement nos rues pour que ça reste sécuritaire pour tous les usagers. Le déneigement à gauche, là, ça va sûrement faire plaisir à beaucoup de riverains, mais en même temps,
Les appels d'urgence au 911, les temps d'intervention sont plus longs. Vos policiers puis vos pompiers, les paramédicaux sont obligés de marquer un arrêt à chaque intersection. Ça veut dire qu'on passe en moyenne d'un arrêt toutes les 6 intersections à un arrêt systématique à chaque intersection. Faites un calcul, un arrêt complet, c'est à peu près 25-20 secondes. Quand il y a quelqu'un qui est rentré chez vous par effraction ou que votre conjoint fait une crise de cœur, c'est long, ces cumuls de secondes-là. Là. Puis ça, c'est sans compter tout l'impact que ça a sur la sécurité des usagers. Donc, à moyen terme, je vous invite vraiment aussi à réfléchir à ce qui s'en vient. Mais à court terme, il faut poser des actions. Je comprends qu'on ne pourra pas changer le sens de... Pour parler vulgairement, là, on ne pourra pas changer le sens de la charrue pour la semaine prochaine, mais il faut trouver des solutions. Est-ce que vous avez une question ou vous nous invitez à réfléchir? C'est votre piste de réflexion. Parce que vous comprenez que moi, je ne défendrai pas l'indéfendable. Bien, moi, ma question, elle est simple. C'est quelles sont les actions que vous allez poser? Puis je pense que je vous offre des pistes de réflexion, mais vous avez des spécialistes, vous avez des professionnels qu'il faut écouter, qu'il faut prendre le temps d'écouter. Mais à court terme, quelles sont les mesures que la Ville va mettre en place pour assurer la sécurité des usagers vulnérables? Monsieur Dubois, est-ce que vous voulez tenter une réponse? Parce que Gérin, moi, le déneigement à gauche, je ne défends pas ça, là. Je ne peux pas me prononcer sur le côté de déneigement. Là. Le Conseil a pris majoritairement sa décision. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les priorités 1 sur le déneigement et le ramassage de neige est en train de se terminer actuellement. Le dégagement des intersections là, devrait commencer là, vendredi ou samedi. Okay. Là, on est à J+8, puis les écoles, le devant des écoles est toujours pas déneigé. Les passages piétons devant les écoles ne sont pas déneigés. Fait que la P1, elle est où? Devant l'hôpital, devant le service des urgences, hier, c'était pas déneigé, l'intersection à la sortie des urgences. Je peux vous dire, c'est que le tour des écoles a été déneigé. Là, c'était la priorité 1. C'était là. Ben, si vous voulez, vous pourrez, Madame la mairesse a probablement encore mon courriel. Envoyez-moi un petit courriel, je vous enverrai des photos assez surprenantes. Parfait. Merci, Monsieur Gérin. C'est dommage, M. Gérin n'est pas là pour le déneigement à droite. Je pense que moi, dans mon secteur, qui est l'hôpital, le CLSC, la polyvalente, le stationnement à droite, c'est pas recommandé. Je ne sais pas si les gens ont déjà été à l'hôpital. Vous savez que les autos sont toutes stationnées. Ça va même jusqu'à la berge, etc. Mettez un gros banc de neige avec les tempêtes de neige que nous avons eues là-dessus. Je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir de circulation. D'ailleurs, dans Saint-Jean, quand les rues n'étaient pas très larges, il y avait des bancs de neige de chaque côté. C'était même difficile, on ne pouvait même pas rencontrer des fois. Moi, c'est ce que j'ai vécu à Saint-Jean. Fait que dans le secteur de l'hôpital, quand vous avez des autos stationnées, puis en plus, il a fallu que je fasse une demande de nettoyer les trottoirs, les gens marchaient dans la rue. Les gens blessés, les gens en béquille, tout ça, tu es obligé de marcher dans la rue. Parce que les trottoirs n'étaient pas déneigés. Imaginez un banc de neige là, à côté des autos. Qu'est-ce que ça aurait été pour ces personnes-là et pour les employés de l'hôpital qui, des fois, font 2 chiffres. Ils arrivent, ils sortent dehors, ils sont obligés de déneiger leur auto. Vous avez sûrement vu les nouvelles à Montréal, les gens qui déneigeaient les autos, qui en avaient des fois pour 1 heure. Je pense que le secteur de l'hôpital et du CLSC, c'est impensable de penser de déneiger à droite. D'ailleurs, l'école Marie de Rome, qui n'est pas dans mon secteur, qui est juste un petit peu plus haut, quand il y a eu le déneigement à droite, les parents ne pouvaient pas débarquer les enfants parce qu'il y avait un banc de neige. Les enfants débarquaient dans le banc de neige. Fait que moi, c'est mon opinion. Fait que si jamais quelqu'un connaît M. Gérin, vous pourriez lui faire un message. Il va pouvoir vous regarder puis vous entendre à la télévision. Parfait. Je pense que c'est votre sujet préféré. Parfait. Madame Lambert. Bien, moi, Madame Charbonneau, je vais le féliciter, M. Gérin, d'être venu parler puis de prendre la parole, qui probablement, je crois, est pour la majorité silencieuse. C'est tout ce que j'ai à dire, Madame Bouchard. Merci. Alors, sur le bois, il y a une réponse à M. Pétrin pour la séance du 10 décembre. M. Pétrin m'avait demandé, sur le boisé Fontaine, combien d'arbres reste-t-il? Les arbres vivants. Il l'avait mentionné. Parmi les arbres plantés en 2017, 15% sont vivants et en bonne santé.
Ils ont tous été conservés lors de la plantation de 2024. On en a planté d'autres. Il y a aussi une séance du 28 janvier. Le PPC-moi, concernant l'église Saint-Gérard-Magella, indique que cette dernière doit être conservée. Est-ce que le PPC-moi sera respecté? La décision concernant la préservation de l'église Saint-Gérard-Magella sera prise via le comité sur les demandes de démolition. Si la décision du comité sur les demandes de démolition est contestée, et ce, quelle que soit la décision du comité, il reviendra au conseil municipal de statuer. C'est une fois la décision finale prise que l'administration pourra enclencher la suite des procédures, que ce soit pour assurer le respect du PPC-moi ou encore permettre la réalisation du projet de conversion du site. Une question sur le même sujet de Mme Nathalie Laberge. Est-ce que le Conseil est prêt à engager une firme privée pour évaluer le bâtiment ou le Conseil va accepter qu'il présente une demande de démolition? Le règlement sur les démolitions prévoit que le requérant doit fournir un rapport exposant l'état de l'immeuble et de ses principales composantes, sa qualité structurale et les détériorations observées, ainsi qu'un rapport décrivant les travaux requis pour restaurer l'immeuble et une estimation détaillée de leurs coûts. Tout ça doit être réalisé par un professionnel compétent en la matière. Est-ce que la Ville compte faire respecter le PPC-moi? C'est la même réponse que tantôt. Dans l'éventualité où le comité sur les demandes de démolition statue en faveur de la préservation de l'Église, la Ville agira pour faire respecter le PPC-moi. Monsieur Massé, j'avais une question le 28 janvier. C'était mon collègue qui présidait à ce moment-là. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de questions citoyennes prévues à l'ordre du jour mis en ligne pour la séance extraordinaire du 15 janvier? D'emblée, toutes les séances comprennent une période de questions du public. Il y a eu omission dans l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 janvier. Il n'y avait pas mention d'une période de questions, mais la période de questions a bel et bien eu lieu lors de la séance. Alors, c'était vraiment une question d'écriture sur l'ordre du jour. Puis d'ailleurs, c'était la séance extraordinaire, je pense, qui avait eu lieu sur l'heure du dîner. Et c'est messieurs Santerre et Corriveau qui avaient posé des questions à ce moment-là. Pardon. J'ai une question de François Blais, du 28 janvier. Une question sur la rue Daniel, coin boulevard Saint-Luc. Est-ce possible d'avoir une portion assurée à cette intersection pour permettre aux véhicules tournant à cet endroit de bien circuler et éviter qu'une voiture y reste à l'arrêt? Tout d'abord, il faut comprendre que la rue Daniel est souvent utilisée par les automobilistes pour contourner le feu de la rue Bernier. Si une demande est faite au MTMD pour renforcer l'interdiction de ne pas s'immobiliser à l'intersection, ça pourrait aggraver un problème de circulation bien connu que nous tentons de résoudre depuis plusieurs années. Il y a une réflexion qui est en cours afin de prendre en compte l'impact global sur le transit dans ce secteur. Une question de Chantal Mallet. Elle demande quand elle aura le remboursement des taxes promises depuis le mois d'août. La Ville s'est engagée à rembourser les taxes municipales et la taxe de bienvenue perçue. Elle le fera dès que l'aspect légal sera réglé. Notre service des affaires juridiques y travaille activement. C'est un dossier qu'on souhaite régler dans les prochaines semaines. Annie Saint-Pierre. Une question du 28 janvier 2025.
Il y avait eu la lecture d'une lettre au nom du comité de parents du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières concernant la sécurité des enfants autour des écoles. Il avait été relaté un accident en décembre au boulevard d'Iberville. Alors, il y a un rappel aux piétons que les traversées sécuritaires de part et d'autre du carrefour La Plante sont la 2e avenue et la 4e avenue. Le malheureux accident a eu lieu en face du carrefour La Plante, dans l'axe de la rue La Rivière, qui est une intersection qui n'est pas aménagée pour une traversée sécuritaire. Ça excuse pas, là, mais ça explique. Pour des raisons de réglementation et de cohérence des aménagements, il n'est pas possible de mettre en place des traverses à toutes les intersections du boulevard Iberville. C'est pour ça qu'il est recommandé aux piétons d'emprunter le trottoir sur le boulevard d'Iberville et de traverser à la 2e avenue. Pour les cyclistes, la traversée à l'intersection de la 2e avenue est également recommandée. En 2024, des bandes cyclables unidirectionnelles ont été mises en place sur une section du boulevard d'Iberville en concordance avec le plan directeur de réseau cyclable afin d'améliorer la sécurité des usagers. Pour l'ensemble des préoccupations scolaires, puis là, il y a quelque chose d'écrit, mais j'ai quelque chose à ajouter. La Ville, par le biais de sa division circulation et mobilité active et le service de police, sont en communication constante avec le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Chaque projet de réfection routière réalisé aux abords des écoles ou sur un tronçon désigné comme corridor scolaire fait l'objet d'une attention particulière visant la maximisation de la sécurité. Je n'étais pas présente à cette séance-là, je l'avais toutefois écoutée, sur YouTube, mais à la MRC du Haut-Richelieu, il nous a été annoncé que dès l'automne, le ministère des Transports faisait comme il avait fait en 2017. On a eu le rapport de 2017 sur tout le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, même si c'est les autres municipalités, c'est la Sûreté du Québec, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a une sûreté municipale, mais le ministère des Transports regarde toute la sécurité des routes sur tout le territoire. À cette rencontre-là, moi, j'avais demandé à la responsable qui s'occupe justement d'organiser cette consultation-là qui va avoir lieu à l'automne, qui, pour les écoles, était invitée. Alors, on m'a dit que c'était toujours le Centre de services scolaires qui participait à la consultation. Alors, j'ai demandé qu'une invitation supplémentaire soit envoyée au comité de parents du Centre de services scolaires parce que cette problématique-là autour des écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette problématique-là est présente dans toutes les municipalités où la majorité des écoles sont sur le bord de routes régionales. Alors, c'est une information que j'ai eue après la séance publique et à la MRC du Haut-Richelieu. Monsieur Jetten, dépôt de la pétition vitesse chemin des Vieux-Moulins. La vitesse n'est pas respectée, les autobus scolaires se font doubler quand ils s'arrêtent. Il fait des propositions d'aménagement sécuritaire parce que, selon lui, réduire la vitesse seule n'est pas suffisant. Depuis la réception de la pétition, à la fin du mois de janvier, afin de collecter plus d'informations et avoir un portrait de la situation actuelle, il y a eu l'installation d'un radar de sensibilisation sur le chemin des Vieux-Moulins par le service de police, une surveillance policière accrue dans le secteur. Des mesures d'atténuation sont à évaluer à proximité de l'école. Il y avait des actions passées. Des bollards ont déjà été mis en place sur le chemin des Vieux-Moulins. Toutefois, ça causait une difficulté de circulation pour les véhicules agricoles. Ça occasionnait des bris. Environnement du secteur. Contrôle de vitesse est difficile sur un chemin de près de 3 km en milieu rural. Ça entraîne un nombre élevé de mesures d'atténuation pour maintenir les véhicules à basse vitesse sur cette distance. Alors, tout ça pour dire qu'on est en train quand même de regarder cette problématique-là.
concernant la rue Daniel, Madame la mairesse, on vous a mal informé. Mon intervention la dernière fois, c'est quand on arrive du sud au nord, c'est-à-dire du viaduc vers le village, on peut rentrer sur le territoire soit par la rue Bernier ou par la rue Daniel pour aller soit à la pharmacie ou aux commerces qui sont là. Moi, je demande, le hachuré, là, c'est pas pour permettre aux gens de tourner quand ils arrivent de la 104, là, de la prairie vers le village. C'était le contraire. C'est arrivé comme ça, c'est pour tourner à gauche pour rentrer dans le quartier. OK. Fait que je sais pas qui vous a donné l'information, ça n'a pas rien à voir à couper la lumière. Non, mais regarde, je vais reposer la question. À moi, M. Savard... je vais suivre le dossier, là. On comprend mieux votre question, M. Ben là, c'est parce que ça fait, pour vrai, là, ça fait la 3e intervention que je fais là-dessus. Non, je m'excuse. Non, mais continuez. J'ai un inconfort parce que je prends du temps pour des choses qui, je considère que c'était assez clair. Puis là, je suis obligé de revenir à une séance plus tard pour expliquer qu'il y a des gens qui n'ont pas compris la situation. OK, regarde, on n'a visiblement pas compris. Bien, c'est ça. Au point 6.6, pouvez-vous me dire la transaction elle se situe à quel montant? 6.6. Est-ce que c'est seulement un changement de titre ou il y a un changement de montant d'argent? Monsieur le greffier, est-ce qu'on est capable de répondre à Monsieur Blais immédiatement? Pour le 6.6, de ce que je vois, c'est une autorisation d'intervention à l'acte de vente à venir. Donc, c'est un acte entre les deux compagnies qui sont citées en en-tête, mais il y avait une portion du terrain pour lequel la Ville devait donner son accord. Mais ma question, est-ce qu'en ce moment, sur ce lot-là, il y a quelque chose où c'est vague? Là, je connais pas le dossier en détail. Il faudrait... C'est parce que cette divis-là, ou cette transaction-là, en 2018, la Ville l'a vendu à Gestion Holcrest pour 45 000 $. Moi, ma question, c'est, il s'est fait quoi entre 2018 et aujourd'hui? Est-ce qu'on a construit un bâtiment? Est-ce qu'on a instruit une entreprise? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Puis le montant de la différence qui en est. Parce que moi, là, puis là, ce qui est triste, c'est que je ne suis pas capable d'avoir d'informations. Théoriquement, vous devriez reporter la décision par rapport à ça, parce que ça, c'est un inconfort que j'ai avec la Ville qui vend des terrains, mais qui n'a jamais d'attache. C'est-à-dire que moi, s'il y a eu du développement sur ce terrain-là, il y a eu construction d'une usine ou quoi que ce soit, qu'il y ait rémunération plus chère que le montant à l'origine parce qu'il y a eu une amélioration locative sur l'espace terrain. Mais s'il n'y a pas rien eu qui a été acheté en 2018 à 45 000, théoriquement, puis ça, c'est un défaut qu'on a à la Ville, c'est qu'on ne met pas de délai de réalisation de projet d'un. Puis si le projet ou s'il ne se réalise jamais, il n'y a jamais d'obligation à ce que le terrain revienne à la Ville au prix qui a été vendu. C'est la même chose que le terrain qu'on a vendu sur le bord de l'eau où est-ce qu'on est supposé de construire un condo-hôtel. OK? La Ville a cédé un terrain, un montant qu'elle a jugé acceptable, mais si la situation économique change ou quoi que ce soit, M. Archambault? Oui, bien c'est ça. J'ai pas toute la réponse, mais j'ai certains éléments de réponse. Là. Donc, effectivement, dans l'acte, il y a un droit de rétrocession qui est mentionné. Il y a aussi un délai qui est exigé pour la construction d'un immeuble. Quand il y a une vente de terrain industriel, c'est ce qui est fait. Donc, dans ce cas-ci, un délai de 18 mois suivant le transfert de l'immeuble pour la construction. Quant au prix de vente, c'est ça, je ne connais pas en détail le dossier, mais je sais que la vente entre les deux compagnies inclut plus de terrain que la vente auquel vous faites référence, la vente initiale. Donc, la vente initiale où la Ville a cédé du terrain, c'était une bande de terrain seulement, tandis que là, le terrain dont on parle
pour la transaction est plus large. La Ville doit l'autoriser parce qu'il y a une portion qui est quand même visée par une entente précédente, mais c'est pas le même terrain qui est vendu, effectivement. Bien, ils vendent 2 terrains de bord. Là, comme je vous dis, j'ai pas le détail. D'après moi, il y a un lotissement qui a été fait, puis c'est quand même comme un terrain maintenant qui est vendu, mais qui était effectivement de 2 ou peut-être plusieurs terrains. Moi, en tout respect, là, il n'y a pas de changement de lotissement. Le numéro que vous avez mis là, c'est exactement le même numéro qui avait été vendu en 2018. J'ai la résolution aussi, ça va me faire plaisir de vous la donner. Puis c'est le même numéro. Donc, il y a un transfert d'actifs sur un même lot, puis il n'y a pas eu agrandissement de lot, il n'y a pas rien eu. Moi, ce que je veux savoir, il est vendu à quel niveau de montant d'argent? Parce que dans la vraie vie, là, je pourrais refuser la vente, le transfert de Old Crest à Immeuble Maval, puis dire, je ramasse mes billes, puis je revends le terrain directement à Maval, parce que lui, ça fait son affaire pour avoir plus grand. Ça fait qu'au lieu d'avoir 45 000 à l'origine, je vais peut-être avoir 125 000. C'est ça le but de ma question là-dessus. C'est possible de remettre le point, oui. J'ai pas cette connaissance-là. Quand vous dites que c'est le même lot exactement qui a été vendu, il y a des vérifications qui doivent être faites. Écoutez, M. Savard, Mme Charbonneau, vous avez proposé l'ordre du jour. Oui. Est-ce qu'on pourrait reporter ce point-là pour qu'il y ait des vérifications, le point 6.6? Moi, je suis d'accord. C'est bon. Vous êtes d'accord? Oui. Merci, Mme la mairesse. Ça va être ça. Merci, M. Blais. En fin d'assemblée, je transmettrai à M. Archambault la résolution. La résolution originale. Là. Oui, la résolution originale. Oui, on l'a au dossier. C'est juste que c'est pas moi qui ai travaillé le dossier. J'ai vu le dossier passer. Pour vous économiser du temps. Très bien. Merci. Voilà, ça complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous rappelle que vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres de notre grille horaire via notre site Internet qui a été modernisé au cours des dernières semaines. Ici Ghislain Plourde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.